il y a deux choses dont on doit vous parler aujourd'hui. C'est les biopsies transpérinéales sous anesthésie locale et le deuxième challenge qui est les biopsies sous anesthésie locale par voie transpérinéale en cabinet médical, qui est un challenge un peu supplémentaire. Donc c'est pour ça que j'introduis ça par l'arrivée du patient. Donc comme quand on est au cabinet, j'espère que je vais arriver à vous encourager à faire des biopsies sous anesthésie locale. À partir du moment où elles sont sous anesthésie locale, il n'y a plus vraiment de rationnel à être dans un centre, mais quand on fait ça au cabinet, ben, on est seul à porter la responsabilité du risque infectieux, et donc on doit avoir, à mon avis, davantage de précautions que ce qu'on a habituellement dans un centre. Donc on a établi une petite checklist à l'arrivée, le patient arrive, et puis on lui demande si c'est la secrétaire qui le reçoit, elle demande s'il a bien pris son antibioprophylaxie, s'il a bien fait son ECBU, s'il a bien fait son lavement, et petite délicatesse, il y a des gens qui font des biopsies transpérinéales sans proposer d'anesthésie locale par des topiques cutanés. Moi je pense que c'est très important parce qu'on va essayer d'expliquer aux patients que c'est un geste qui est indolore, et je ne veux pas que le premier geste de contact avec le patient, ça soit un mensonge. Donc c'est pas possible de dire que ça fait pas mal et de commencer par piquer une peau qui est encore sensible. Donc là, c'est pour moi un point qui est très important. Ensuite, on lui demande bien sûr ce qu'il en est des anticoagulants et du Plavix. Il va arriver d'avoir un patient qui se savait porteur d'une bactérie multirésistante. Donc c'est quand même une question qu'il faut poser au patient, même si on va avoir un taux de réponse positif très faible. C'est quand même dommage de ne pas le savoir si lui le sait. On peut étendre ça donc à chacun de faire son questionnaire, savoir s'il y a eu une prise d'antibiotiques, un voyage à l'étranger, enfin voilà, je ne donne pas le questionnaire, mais en tout cas, si on se lance dans les biopsies au cabinet, il faut quand même avoir un petit peu plus de précautions que quand on le fait dans un centre. L'anxiété aussi, je pense que c'est important, parce que les gens ont une anxiété anticipatrice qui peut conditionner leur douleur. On est en train d'étudier ça maintenant, et c'est important de savoir comment ils arrivent. Alors, il y a deux étapes. Il y a vraiment une étape avant l'entrée du patient. L'erreur classique que je commettais initialement, c'était comme avant de faire rentrer le patient. Et en fait, quand on fait de la transpérinéale, il y a un petit peu de préparation avant de faire rentrer le patient. Si on fait rentrer le patient, qu'on l'installe et qu'il passe un quart d'heure de plus en position gynécologique, il va être probablement pas très à l'aise. Donc l'étape à pas manquer, bien sûr, c'est la désinfection de la sonde, puisque ça prend quand même quelques 10 minutes au moins, selon le protocole et le matériel qu'on utilise. Et c'est ce qu'il faut anticiper avant l'entrée du patient. Et puis après, je vais vous montrer comment on fait. Il faut préparer la sonde d'échographie et l'installer sur le Steady Pro, qui est le bras qui va permettre de se libérer les deux mains pendant qu'on pratique les biopsies. Ensuite, il faut placer la sonde d'échographie sur le bras articulé, de façon à ce que, d'une part, le patient puisse s'installer correctement sur la sonde, d'autre part, il ne faut pas que la première chose qu'il voit, c'est cette sonde pointée vers lui. Et enfin, il faut, en fonction du système d'appui jambier que vous avez, penser que la sonde doit être dans une position où, quand on va installer le patient, s'il y a un problème de vissage, on ne va pas détruire la sonde à cause d'un mouvement du patient ou du pied ou de la jambière. Très important aussi, c'est de relire l'IRM avant d'installer le patient et avant de faire l'anesthésie locale pour savoir exactement quel protocole de biopsie on va faire. On ne va pas faire l'anesthésie locale de la même manière si on a un petit cadran à anesthésier parce qu'on va faire que des biopsies ciblées chez un patient par exemple qui a déjà eu des biopsies auparavant, ou si on doit faire une cartographie étendue avec des biopsies dans la zone périphérique et dans la zone de transition des deux côtés en plus d'une lésion. Donc en fait il faut vraiment savoir si on part pour faire des biopsies des deux côtés, d'un seul côté, et si on veut faire des biopsies antérieures ou non. Le nombre de cibles, donc savoir exactement ce vers quoi on tend avant de démarrer l'anesthésie. Voilà, donc, je pensais qu'il y avait un pointeur. Rien de spécial, ça c'est l'installation initiale qui est certainement pas la meilleure installation. Notamment, je pense que un des points les plus importants pendant les biopsies transpérinéales sous locales, c'est les appuis jambiers.
Donc hors de question de faire ça sur des étriers métalliques comme ce qu'on a quand on examine un patient, c'est tout à fait impensable. Pour l'instant, je suis arrivé à m'en sortir avec ces appuis, mais je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est les bottes pneumatiques, et je vous dirai pourquoi le fait qu'elles soient pneumatiques, qui permettent d'exagérer la flexion de la cuisse, peut être intéressant. Ensuite, on positionne le colis sur un des deux côtés du patient, et souvent je me retrouve avec la souris sous la jambe et l'écran au-dessus de la jambe. Il faut arriver à trouver sa position. La petite poubelle elle est intéressante, là sous les fesses du patient, elle est sur le côté, elle va passer sous les fesses du patient, et vous voyez qu'ici on a acheté un petit bac de trempage qui n'est pas livré avec le colis et qui est quand même assez pratique, qui peut même se fixer sur Trinity. Alors, bon, ça pose un petit problème parce que c'est un geste qui est contaminé, donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le moyen d'être sûr qu'on va être stérile sur la totalité du geste. Donc là, vous voyez, c'est l'étape importante, c'est avant que le patient n'entre, on va poser cette cupule qui va recevoir la sonde transpérinéale sur le bras SteadyPro. Et puis cette manœuvre qui est une manœuvre nécessairement contaminée, qui consiste à introduire une protection de sonde un peu particulière, qui est assez bien faite et qui est, je crois, propriétaire de Coelis. Il y a des gens qui utilisent des préservatifs classiques, mais quand ils sont un petit peu larges, ça fronce sur les côtés, et du coup ça peut faire des artefacts quand la sonde balaye. Voilà, une fois que la sonde est prête, on la fixe sur le SteadyPro, et puis on dégage le bras pour accueillir le patient sereinement sans qu'il voie d'emblée le matériel. Voilà, très important, il faut que cette cupule elle soit horizontale, elle soit bien axée et elle soit perpendiculaire à l'axe du patient, toute vis bloquée. Au début, ça ne me paraissait pas évident d'introduire la sonde alors qu'elle était déjà sur un support. On peut imaginer qu'on ne va pas avoir un bon feedback, et pas savoir, en fait, ça se passe très bien, à condition que les rotules aient été testés, qu'on teste avant d'introduire la sonde le mouvement, et que le mouvement soit facile et harmonieux. Voilà, donc on entretient le patient, une fois que la sonde d'échographie est prête, qu'on sait où est la cible, qu'on a transféré l'IRM sur le Coelis, on fait entrer le patient, on relit la checklist pour vérifier qu'il n'y a rien de terrible. Moi j'aime bien valoriser l'acte, c'est-à-dire que le Coelis nous offre une belle interface avec des images 3D, donc je trouve que les patients sont contents quand ils savent qu'ils vont avoir un geste high-tech, il ne faut pas se priver de leur montrer avant. Et puis, il faut certainement être un peu plus empathique qu'on l'est d'habitude quand on fait des biopsies par voie transrectale en décubitus latéral, parce que les hommes n'ont pas l'habitude d'être éveillés en position gynécologique, donc on plaisante avec ça, et puis on dit, bon voilà, vous allez voir, la position un peu bizarre, mais en tout cas, il faut à mon avis, débriefer là-dessus. Voilà, et puis alors ça, c'est la séquence que j'aime bien leur montrer, parce que ça, les patients adorent. C'est voir leur prostate en 3 dimensions tourner dans tous les sens. Ils sont vraiment contents de subir l'examen après ça. Voilà, alors la préparation de la table. La table, vous mettez... quand on les fait au cabinet, c'est important, on a eu des gags avec juste une mauvaise écriture sur le bon d'anapathe ou une mauvaise écriture sur les peaux, et on reçoit un compte-rendu d'anapathe qui porte une faute d'orthographe sur le nom du patient, ce qui est vraiment ce qui fait que le patient perd confiance en vous, il se demande si c'est bien lui qui a eu son cancer. Donc si on fait ça au cabinet, il faut se mettre aux étiquettes. Le matériel, je ne vous donne pas les références exactes parce qu'elles sont toutes sur la page de Coelis Academy. Donc vous allez pouvoir vous loguer sur Coelis Academy et avoir vraiment toutes les références des seringues. Il n'y a rien d'exceptionnel, une seringue Luer-Lock pour ne pas se doucher pendant qu'on fait l'anesthésie. Pour l'anesthésie locale, le produit, j'ai appris les biopsies avec mon ami Édouard Bacot, qui est venu me montrer ça d'Oslo, qui lui utilisait de la xylocaïne à 1%, à 1% 20 ml. Je me suis rendu compte que le seuil de douleur des patients
nordiques et ceux de France n'est pas exactement le même. Et donc je me suis vite rendu compte qu'on avait un problème de volume. En fait, si on doit faire des biopsies standardisées et ciblées, on a un problème de volume. Et donc j'ai commencé par diluer la xylocaïne à 1% dans autant de volume. Et quand on a 80 millilitres à injecter dans l'espace sous-cutané, dans l'anesthésie profonde, on est quand même beaucoup plus confortable qu'avec 20 millilitres. Une aiguille sous-cutanée aussi longue que possible, une aiguille pour l'anesthésie profonde, une Shiba et un pistolet à biopsie. Voilà, l'installation, on installe le patient en lui laissant soit une blouse en haut, soit ses vêtements pour qu'il n'attrape pas froid. Le patient va s'asseoir par le bas de la table, il va avoir systématiquement tendance à remonter les fesses. On lui explique que c'est juste un mouvement de bascule qui laisse les fesses au bord de la table. On lui installe un petit coussin, on soulève les jambes. Il faut avoir des appuis-jambiers confortables, c'est essentiel. On soulève et on fixe les bourses, je vais vous montrer comment. Et on fait un toucher rectal qui est assez intéressant parce que ça vous permet quand même de voir l'axe du canal anal et puis de dilater un peu le sphincter pour faciliter l'introduction de la sonde. Ensuite, on se rend compte qu'il y a... Alors ça, c'est un moment important. Souvent, les patients ont un petit résidu d'EMLA, donc il faut d'abord enlever le résidu d'EMLA, sinon le scotch ne marchera pas. Ça, c'est ce qu'on faisait au tout début. On scotchait directement avec de l'Ipafix les bourses sur la paroi antérieure de l'abdomen. Maintenant, je prends la précaution de mettre une petite lingette sur la verge, parce qu'en décollant le papier, finalement, c'était souvent l'expérience la plus douloureuse du patient pendant les biopsies. Alors, on fait un premier badigeon à la bétadine et puis on utilise une aiguille sous-cutanée qu'on coude à 45 degrés. Pour l'espace sous-cutané, en fait, la seule chose qui est importante, c'est que le premier point de ponction, il soit dans une zone qui a été, sur laquelle on a appliqué cette pommade d'Amla. Au début, je commençais à le faire très près de l'anus et en fait, les patients appliquent pas bien la pommade près de l'anus. Donc je remonte un petit peu plus haut et puis ensuite, de pas à pas, on va dans des zones qui sont déjà anesthésiées pour repiquer si l'aiguille sous-cutanée n'est pas assez longue. Voilà, donc le premier schéma, ça serait... le schéma est un peu faux puisque la prostate, si je devais la dessiner par rapport à l'anus, elle serait bien plus basse et puis elle déborderait un petit peu sur les côtés, en arrière, latéralement par rapport à l'anus. Donc la première injection, on l'a fait sur la ligne médiane, un peu à distance de l'anus, comme ça on est sûr que c'est déjà endormi. Et puis on ressort l'aiguille entre chaque mouvement pour balayer toute l'air de la prostate. Et la deuxième ponction, si elle est nécessaire, elle se fait avec la même aiguille, mais dans une zone qui a déjà été anesthésiée pour aller plus vers le bas et l'arrière. Quand on a des grosses prostates, elles débordent un peu sur les côtés. Ah d'accord, le son c'était pas prévu. Voilà, donc ça c'est l'aiguille coudée. On anesthésie sur cette première anesthésie que l'espace sous-cutané. Hein. L'objectif n'est pas d'aller loin dans le trajet vers la prostate. Ressenti, voilà, donc ça c'est finalement en position gynécologique. D'une part, la sonde, je trouve que la sonde d'échographie transpérinéale de Coelis, elle est un peu plus facile à introduire que la sonde transrectale parce qu'elle n'a pas ce gros d'hiver. Et la position gynécologique, ça facilite quand même pas mal l'introduction de la sonde. Alors ça m'embête toujours un peu, on a mis du gel, donc le gel bave un peu sur la sonde. On ne sait pas si on est... c'est nécessairement un geste contaminé, mais comme on a vraiment envie de rester avec des taux d'infection très compétitifs, je pense qu'il faut enlever cet excès de gel au-dessus de la sonde pour ne pas avoir de vraie contamination. Voilà. Une fois que la sonde est installée, on va placer le guide sur la sonde. Donc là, moi, je préviens le patient, je dis qu'il va sentir qu'on le touche, mais que ce n'est pas encore les piqûres. Il est dans une position qui est quand même assez difficile. Donc, c'est très important de communiquer avec lui sur chaque chose que vous faites. Au début, quand je faisais les biopsies transrectales, je mettais un casque avec de la musique au patient. Pour les biopsies transpérinéales, ce n'est pas du tout envisageable. Il faut avoir le contact avec le patient pour qu'il sache exactement ce qui se passe. Alors là, vous voyez, il y a une décision à prendre, une stratégie. C'est soit on peut plaquer le guide de ponction sur la peau du périnée
mais à ce moment-là, on ne pourra plus jouer sur l'axe de l'aiguille, c'est-à-dire qu'on va vraiment être obligé de suivre la ligne qui est indiquée sur l'écran pour piquer, soit on la met un petit peu à distance, et à ce moment-là, on peut encore jouer un petit peu en faisant buter l'aiguille dans un sens, qui va la faire partir dans l'autre. Dans certaines situations, ça peut être utile. Donc le guide collé à la peau, ça nous fait bien, ça fait que l'aiguille va vraiment arriver par le trou par lequel on la met, et elle va parfaitement correspondre à la ligne qui est sur l'échographe. Quand le guide est un peu distant de la peau, ça peut être intéressant pour les grosses prostates ou pour les biopsies antérieures, où parfois on a besoin d'avoir un autre axe. Voilà, alors ça c'est l'étape d'anesthésie. Donc d'abord pour l'anesthésie locale, si on n'est pas très à l'aise, on peut retirer un peu la sonde d'échographie pour ne pas voir la prostate, mais pour vraiment bien voir le trajet sous-cutané. Et en fait, maintenant ce que je fais, c'est que je planifie en fonction de la taille de la prostate combien d'axes du guide il va falloir utiliser pour balayer toute la latéralité de la prostate. Une petite prostate, ça peut se faire avec 2 axes différents du guide de ponction. Sur une grosse prostate, il va en falloir 3. Et ça, c'est assez important parce que c'est ce qui permet de planifier la dose qu'on va utiliser sur l'ensemble de l'anesthésie locale. Alors au début, je faisais un coup sec de l'aiguille et puis j'injectais en reculant. Je pense que c'est une erreur. Il faut piquer dans la zone qui était anesthésie en sous-cutanée et pousser du produit et faire progresser l'aiguille à chaque fois dans une zone qui a été injectée. Sinon, on a quand même un sursaut du patient. Voilà. Alors, donc, il faut bien réfléchir. C'est tout. On a 80 ml au total, excusez-moi. Donc on a 20 ml pour l'espace sous-cutané si on fait l'anesthésie des 2 côtés. Il nous reste 60 ml à répartir en fonction du planning de biopsie qu'on va faire. Donc comme c'est pas un bloc, moi l'anesthésie que je fais, c'est vraiment une anesthésie locale. Il peut y avoir un trajet de biopsie qui est plus douloureux qu'un autre. Donc il faut vraiment bien répartir la dose, quasiment sur les trajets où on fera les biopsies ultérieurement. Et puis, on essaie de faire une anesthésie de proche en proche, c'est-à-dire que l'olive d'anesthésie qui a été produite, la prochaine injection, il faudrait qu'elle se fasse encore dans cette zone où on voit l'olive de produit à l'échographie. On pousse le produit avant d'avancer l'aiguille, et puis, quand on arrive au contact de la prostate en arrière, on la soulève. Quand on arrive au contact de la prostate en avant, on voit que le produit diffuse en avant de la prostate, et c'est le gage d'une bonne analgésie. Voilà, après la séquence de biopsie, vous la connaissez, on fait la biopsie virtuelle, on adapte l'axe du guide si besoin, on définit le point d'entrée en fonction de ce que nous donne l'image sur le cohélice, on prévient le patient qui va sentir du contact, parce que quand on est en transpérinéal, pour peu que le patient ait la peau un peu dure, ceux qui font du vélo ou de l'équitation, vous allez le sentir, il faut y aller. Donc il faut prévenir le patient qui va sentir des mouvements, mais que l'anesthésie locale enlève la douleur sans enlever la sensation du toucher. Alors, les biopsies randomisées, si on les fait, moi j'ai plutôt tendance à avoir confiance en l'IRM, donc s'il n'y a pas de lésion antérieure, je ne vais pas m'acharner à aller biopsie antérieure, et vous allez voir quand vous passez à la transpérinale, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous voyez que toute la longueur de la carotte est en zone périphérique, donc c'est assez intéressant. Le seul problème, c'est quand on a une biopsie, quand on a une prostate très large, ça on n'avait pas l'habitude, on peut être amené à devoir faire 2 biopsies pour couvrir toute la longueur de la prostate. Donc il faut vraiment bien planifier ces biopsies à l'avance en fonction de la taille de la prostate et de la cible. Et puis le compte-rendu histologique va être un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'on ne peut plus faire base, milieu, apex et périphérique et médian. Donc ça c'est un des schémas de biopsie, de biopsie qui est proposé, un des schémas de compte-rendu qui peut être proposé. Voilà, et alors, un des écueils de la transpérinale, c'est ce que je vous disais, vous voyez, c'est-à-dire que là, on a, habituellement, quand on fait la biopsie transpérinale, on a une vision 3D de la prostate face à soi, de façon à ce qu'elle soit exactement comme le patient. Et du coup, il ne faut pas hésiter à la faire tourner, parce que
le risque, c'est vraiment d'avoir... on voit ces biopsies en fuite, alors que quand on fait des biopsies transrectales, on voit toute la longueur de la biopsie. Donc il ne faut pas hésiter à faire tourner la prostate pour être sûr qu'on n'est pas un peu trop court sur la cible. Voilà, les cas difficiles, alors j'ai entendu Gaël qui disait tout à l'heure les biopsies antérieures, mais les biopsies antérieures elles sont aussi difficiles. Donc les cas difficiles c'est les larges prostates, les biopsies antérieures à la base, parce qu'on peut être gêné par la symphyse pubienne. Pour éviter la symphyse pubienne, il y a des artefacts, il faut exagérer la flexion des cuisses, ou modifier l'axe de la sonde, ou réaliser un contre-appui avec l'aiguille sur le guide, ou profiter du biseau de l'aiguille qui permet de changer l'orientation de l'aiguille. Vous voyez, l'aiguille a un biseau, donc si vous utilisez ce pistolet Bard, en fait, l'aiguille va aller dans la direction du bouton déclencheur. Vous n'avez pas besoin de regarder le biseau. Si vous voulez qu'elle aille vers le bas, vous mettez le bouton déclencheur vers le bas et le bouton qu'on charge, là, pas le bouton orange, les deux pouces gris. Voilà, dans mon expérience, j'ai fait pour l'instant 60 patients avec une EVA globale qui est demandée en fin d'intervention, qui a 1,6 sur 10. Dans cette série, il y a 5 patients qui ont eu des biopsies transrectales auparavant et qui ont tous les 5 préféré avoir les biopsies transpérinéales que transrectales. Donc ça va contre tout ce qu'on croit. Bien sûr, il y a zéro hospitalisation, zéro hémorragie, zéro infection, mais la série est vraiment courte. Voilà, je vous remercie.